Nous nous retrouvons maintenant avec l'invité principal de cette émission. Je lisais dans le chat, mais quand est-ce qu'on va nous parler santé, vaccination obligatoire? Eh bien, c'est le moment justement de parler avec Xavier Bazin, qui est l'invité du jour, à la fois pour son dernier livre, Le protocole 100% naturel, et puis, on s'en souvient, Xavier Bazin, journaliste scientifique, il est l'auteur d'Antivax toi-même ou encore de Big Pharma démasqué. Eh bien, écoutez, vous connaissez peut-être la tradition. Xavier Bazin n'apparaît pas directement à l'écran, mais par contre, nous l'entendons normalement. Et je voulais savoir s'il était bien présent avec nous. Bonjour Xavier, bienvenue dans cette matinale. Bonjour, merci beaucoup. Bien, vous êtes bien là, très bien. Alors, euh, voilà, on arrive en hiver, les petits bobos et puis même les plus gros, les infections, les virus. Et dans votre dernier livre sur un protocole 100% naturel, vous expliquez que finalement, alors que l'Assemblée nationale vient de voter l'obligation vaccinale dans les EHPAD pour à la fois les personnels et les patients, en tout cas c'est une première marche vers cette obligation vaccinale, eh bien, vous qui avez écrit Antivax toi-même et qui souhaitez des protocoles 100% naturels, il y a d'autres solutions, expliquez-vous, au fur et à mesure de vos ouvrages, que le tout vaccin, que la religion vaccinale. Oui, je suis vraiment étonné du retour de ce serpent de mer de l'obligation vaccinale sur la grippe, parce que je croyais qu'on aurait tiré quelques leçons de la période Covid. Je pense que vos auditeurs ont encore en tête cette scène au Parlement européen où la représentante de Pfizer dit: mais bien sûr que non, on n'a jamais testé ce vaccin contre la transmission du virus Covid. Et là, ça a étonné tout le monde parce que bon, ceux qui savaient, ceux qui suivaient de près le dossier savaient que ça n'avait pas été testé et qu'on n'avait aucune idée si ça pouvait empêcher la transmission du virus ou pas. Ça n'a pas empêché les obligations vaccinales pour les soignants sur le Covid et bien sûr les passes vaccinaux qui n'avaient comme seule justification d'empêcher la transmission du virus. Et pourtant, on a compris qu'en fait, il n'y avait aucune capacité de ce vaccin à empêcher la transmission du virus et ça a été admis que ça n'avait pas été testé par Pfizer lui-même. Et pourtant, mais il y a dans l'imaginaire collectif cette idée qu'un vaccin, forcément, ça empêche la transmission des virus. On a vu pour le Covid que c'était absolument pas le cas. Les vaccinés, les triple vaccinés transmettaient au moins autant le virus que les autres, avaient au moins autant de charge virale que les autres. Et pourtant, revient le débat sur la grippe et on ne se pose pas une seule seconde la question de savoir si ce vaccin peut empêcher ou pas la transmission. Il se trouve qu'il n'y a là aussi aucune étude sur ce sujet. Il y a une seule étude en fait qui a essayé d'examiner la façon de l'excrétion du virus par des vaccinés et malheureusement ça a trouvé un résultat inverse où dans cette étude, certes isolée, mais on trouvait plus d'aérosolisation du virus, plus d'excrétion du virus chez les vaccinés, de la grippe, que les non-vaccinés. Donc, il est quand même absolument extraordinaire que sans le moindre début de preuve de sa capacité à empêcher la transmission, parce que l'idée c'est quoi? C'est de se dire, les soignants en EHPAD, ils ne devraient pas transmettre le virus de la grippe aux personnes âgées, ce qu'on peut tout à fait comprendre, mais il n'y a aucune preuve que le vaccin permet cela, il y a même plutôt des signaux que ça pourrait être l'inverse, et pourtant, voilà, aucune discussion sur la science, aucune discussion, c'est simplement ces formidables obligations vaccinales, il faut protéger nos anciens, un peu comme ce qu'on avait entendu pendant le Covid, et C'est donc ça. c'est reparti pour cette idée d'obligation vaccinale. C'est totalement absurde, c'est contre-productif. Et en plus, il y a, comme je le détaille dans mon livre, beaucoup d'autres solutions, y compris pour empêcher la transmission du virus et notamment du virus de la grippe. Mmh, c'est ça. Alors, on voit à l'écran, là, justement, le livre, le protocole 100% naturel, validé par la science, mais oublié par la médecine. Parce que voilà, c'est un oubli. On en vient souvent, j'ai parfois le docteur Vincent Reliquet aussi, qui, tout comme vous, eh bien, rappelle qu'il y a une médecine oubliée, que ce n'est pas du charlatanisme, que ces protocoles qui sont 100% naturels et qui ont longtemps été appliqués aux patients avec une réussite qui ne s'est jamais démentie, ce qui n'a pas empêché leur remplacement par la médecine allopathique que nous connaissons aujourd'hui.
Tout à fait et puis et pour illustrer, si j'ai quelques minutes, j'aimerais bien raconter l'histoire pour illustrer cette histoire de transmission et Bien sûr. qu'on a des solutions naturelles qui peuvent, efficacement éviter la transmission des Oui, inf c'est l'histoire, ça tout commence en fait en Irlande. Il y a un cap en Irlande qui s'appelle Carrageen et qui a donné son nom à des algues rouges qui poussent sur la côte irlandaise qui s'appellent les carragénanes. Et cette algue rouge, en fait, est utilisée, depuis, dans les traditions irlandaises d'un point de vue, thérapeutique, hein, pour soigner les grippes de façon traditionnelle. Et elle a été, cultivée de plus en plus au XXe siècle parce qu'elle a un aspect, gélatineux qui est très utile comme additif alimentaire pour créer un aspect, gélatineux et c'est le Iota carrageenan. Et de façon totalement, par hasard, des virologues, américains, ils essayaient de tester différentes substances antivirales en infectant des œufs de poule. Mais pour infecter ces œufs de poule avec des virus, ils avaient besoin d'un gel et ils ont utilisé ce fameux tout à fait par hasard, ce fameux gel, Iota carrageenan. Ils se sont aperçus que ça faussait totalement les résultats parce que ce gel avait un puissant effet antiviral et ils l'ont publié, ils ont dit: «Mais en fait cette algue rouge, ce Iota carrageenan, ça inhibe de façon drastique le virus, notamment de la grippe». Et donc vous voyez le lien, avec la discussion précédente, mais ça ne fait que commencer. Et puis c'est oublié bizarrement, probablement parce que c'est un remède naturel, que ça ne rapporte rien à personne et donc les recherches s'arrêtent. Et puis dans les années 80, une série de chercheurs, ça commence par, l'Institut Pasteur, de Dakar qui réalise que, ce Iota carrageenan, cette algue rouge, elle inhibe aussi, de façon très puissante le virus de la fièvre jaune. Dans la foulée, d'autres chercheurs montrent que ça marche sur le virus de l'hépatite A, du sida, de l'herpès. Donc et puis encore, comme pendant 15 ans, ce remède est oublié. Et puis, et alors là, c'est là où ça va prendre un tournant. Un chercheur autrichien, lui, va montrer que ça fonctionne aussi contre les virus respiratoires, les virus de l'hiver. Et lui, il va pas s'arrêter à le démontrer, il va se dire: «Mais en fait, cette algue rouge qui a un aspect, un peu de gel, ça pourrait être idéal pour, puisque ça fonctionne sur les virus de l'hiver, sous forme, de spray nasal pour mettre une fine couche de gel dans le nez pour empêcher les virus d'entrer dans le nez». Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que les virus de l'hiver, que ce soit les rhumes, les grippes, les covid, avant de nous infecter plus profondément, avant de passer dans le sang, ils commencent par entrer dans le nez et la gorge et si on les arrête là, si on empêche de se multiplier dans le nez et la gorge, non seulement on empêche l'infection, mais on empêche la transmission. Et donc il a, comme c'était un homme, extraordinaire, hein, il n'était pas seulement chercheur, mais il s'est mué en chef d'entreprise parce qu'il s'est dit: «Si je prends pas les choses en main, c'est pas l'industrie pharmaceutique qui va, le faire» et il a créé une entreprise pour créer un spray nasal à base de Iota carrageenan. Et figurez-vous qu'il a, conduit ensuite et fait conduire dans différents pays des essais cliniques randomisés en double aveugle contre placebo, donc le plus haut niveau de standard scientifique et ça Mmh. fonctionnait de manière extraordinaire pour, réduire le risque d'être infecté par les virus de l'hiver. Et on a eu une confirmation pendant le covid de la plus belle des manières, puisque, très vite, quand le covid est apparu, bah, le même Autrichien a montré que in vitro cette algue rouge fonctionnait, contre le covid. Des Argentins se sont dit: «Mais ça c'est une solution, vraiment simple, sans risque, on va le tester». Ils ont testé sur 400 professionnels de santé dans 10 hôpitaux argentins et ils ont montré quoi? Que ce simple spray nasal à l'algue rouge diminuait de 80 le risque d'être infecté par le covid. Et sachant on a compris que ça marchait aussi contre la grippe et contre les autres virus de l'hiver. Donc là, on a une solution très simple. Si les gouvernements étaient vraiment intéressés par, la santé, de nos anciens, eh bien, la première chose qu'ils feraient, outre de supplémenter nos anciens en vitamine C, vitamine D, zinc, on en reparlera sans doute, mais c'est de Oui, demander aux soignants, de leur mettre à disposition, parce que moi je veux obliger personne à se soigner d'une certaine manière, mais de leur mettre à disposition chaque matin le spray, de Iota carrageenan ou un autre spray parce qu'on a vu aussi vous verrez que dans le livre que ça marche aussi avec, de la propolis ou ça marche aussi avec simplement de l'eau salée. Un spray nasal qui permet en fait, d'inhiber et d'évacuer, les virus là où non seulement se multiplient, là où ils infectent, mais en plus où ils se transmettent, aux autres. Et je compléterai par la demande de faire des gargarismes, qui est quelque c'est chose ça. de très simple, puisque si ça transmet depuis le nez, ça se transmet aussi depuis la gorge, les virus. Or, il y a une tradition, japonaise,
qui est beaucoup moins diffusé dans le reste de l'Occident, c'est quelque chose d'aussi simple que les gargarismes. Mais là-bas, depuis 100 ans au moins, c'est tout aussi important que se laver les mains contre les infections et pour diminuer la transmission. Et en effet, une série d'études conduites au Japon, là aussi avec le plus haut niveau de rigueur scientifique, a montré que de simples gargarismes, ça diminuait le risque d'être infecté. Et donc, c'est un geste extrêmement simple que tout le monde peut faire matin et soir après s'être lavé les dents. C'est prendre de l'eau du robinet, ça marche encore mieux avec l'eau salée, mais déjà avec l'eau du robinet, ça fonctionne bien. Et de le garder dans la gorge, de lever un peu la tête et de faire vibrer au fond de la gorge pendant 30 secondes. Et ça permet quoi? Ça permet de déloger en fait les virus qui pourraient être accrochés au fond de la gorge et c'est là où ça se multiplie. Et donc, c'est assez incroyable. Et vraiment, je passe un peu de temps dans mon livre à montrer les preuves scientifiques parce que ça peut paraître tellement ridiculement facile et trop simple pour que ça fonctionne. Mais les preuves sont là. Ces deux gestes-là, de se nettoyer le nez et la gorge, diminue de façon très sérieuse les infections et les transmissions. Et donc, encore une fois, si on était sérieux sur le fait d'éviter de transmettre à nos anciens, voilà ce qu'on proposerait notamment à nos soignants, en plus de toute la panoplie, évidemment, de ce que je propose dans mon livre en prévention et en traitement. Alors, il y a la transmission et puis il y a le traitement de la maladie lorsque l'on est atteint, par exemple de la grippe. Alors, vous, dans votre introduction de votre livre 100%, protocole 100% naturel, vous parlez du fameux sirop de sureau. Oui, alors ça aussi, c'est une belle histoire. Et j'aime bien raconter l'histoire parce que simplement parler des études scientifiques, c'est parfois un peu aride, mais dans chaque remède, il y a une histoire. Il y a une histoire de la médecine, il y a une tradition. Et quand ça concorde, en fait, entre les médecines traditionnelles, entre les témoignages de grands médecins et entre les études scientifiques, c'est là qu'on sait qu'on tient un remède qui est à la fois sûr, efficace et vraiment accessible au plus grand nombre. Et c'est le cas du sureau. Figurez-vous que dans toutes les médecines traditionnelles, que ce soit la médecine chinoise, dans les médecines amérindiennes, Hippocrate, Galien, chez les Grecs et les Romains, mettaient en avant le sureau comme un remède très puissant, et notamment contre les infections hivernales. Mais tout ça a été, et au Moyen-Âge et dans la Renaissance, on avait souvent dans les pharmacies ce qu'on appelle le robe de sureau. C'était un sirop de sureau à base de miel et de sureau, là aussi, pour guérir les infections. Mais tout ça a été un peu balayé par la révolution pharmaceutique, jusqu'à ce qu'une chercheuse, une virologue israélienne, qui faisait sa thèse sur la question des virus, fasse sa thèse en Suisse et se rende compte qu'en Suisse, il y a une tradition qui était restée d'utilisation du sureau contre les infections respiratoires. Et donc, elle s'est dit, c'est intéressant, je vais tester in vitro le sureau contre la grippe. Et elle a observé que ça marchait de façon assez intéressante et assez même spectaculaire. Et là aussi, c'est étonnant parce que c'est un peu comme l'histoire précédente. C'est une chercheuse qui s'est muée en entrepreneuse. Pour mettre à disposition le remède naturel, elle a créé un laboratoire qui fabrique du sirop de sureau qui s'appelle le Sambucol et qui reste encore une marque très, très reconnue aujourd'hui. Et elle ne s'est pas contentée de ça. Elle a conduit un test, elle était israélienne, elle est allée dans un kibbutz, donc c'est une communauté agricole, et elle a mené une expérience, comme on dit, contre placebo, c'est-à-dire qu'elle a pris un groupe de 40 grippés. La moitié, elle leur a donné le sirop de sureau, l'autre moitié, elle a donné un sirop sans sureau, donc un pur placebo. Et elle s'est rendue compte de quoi? Que eh bien, ceux qui avaient bénéficié du vrai remède, du sirop de sureau, avaient guéri en 2-3 jours, alors que les autres en une semaine, comme ce qu'on guérit normalement de la grippe. Donc c'est un raccourcissement assez exceptionnel de la grippe. Si c'en était resté là, on pourrait se dire que c'est peut-être une coïncidence. En plus, elle n'était pas tout à fait dénuée de conflit d'intérêt. Mais cette étude a été répliquée en Norvège par un groupe de chercheurs totalement indépendants qui, là, ont montré, là aussi, ils ont pris des grippés de la grippe et des grippés vraiment, c'est pas, ils avaient un virus respiratoire. Ils ont validé que c'était la grippe A. Ils ont donné le sirop de sureau à une partie tirée au sort d'un groupe de grippés. À l'autre partie, ils ont donné un placebo. Et le résultat, là encore, guéri en 2-3 jours, contre une semaine pour le groupe placebo. Donc là, on tient, et comme par hasard, comme on l'a dit, ça fonctionne aussi in vitro, il y a des effets mécanistiques qui expliquent pourquoi ça fonctionne. Donc là, on tient, c'est quand même assez extraordinaire, j'en parle dès l'introduction, parce que c'est quand même, qui a entendu parler, même chez vos auditeurs qui sont plus avertis que la moyenne, du sirop de sureau qui peut diviser par 2 ou 3 la durée d'une grippe? Je crois malheureusement pas grand monde, alors que
l'ensemble de la tradition médicinale, des études scientifiques récentes, des études in vitro, de ce qu'on peut voir de l'effet du sureau in vitro dans une éprouvette, tout cela fait un signal d'indice très clair que cela fonctionne, que c'est un remède sûr, et donc il est très dommage que ça ne fasse pas partie, évidemment, de la réponse possible. Après, moi, dans mon livre, je parle de ce remède, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses à faire, parce que je préfère en premier lieu renforcer la capacité du corps à combattre l'infection, parce que c'est un fil directeur, mais si le système immunitaire a tout ce dont il a besoin, notamment tous les micronutriments dont il a besoin pour combattre les infections, peu importe qu'il y ait un virus qui lui passe devant, qu'il soit attrapé, eh bien, le système immunitaire réussira à le balayer. Et on connaît tous des gens qui sont jamais malades. Eh bien, ceux-là, en fait, ils ont un système immunitaire inné qui est très puissant. Ils ont probablement tous les micronutriments dont le système immunitaire a besoin. Et donc, c'est ça en priorité, avant de se tourner vers ce que j'appelle les jokers, comme le sureau, et il y en a d'autres, je parle du chlorure de magnésium, je parle de la propolis. Avant de se tourner vers des remèdes curatifs, le plus important, à mon avis, c'est de renforcer son système immunitaire. Alors, voilà, renforcer son système immunitaire. Alors, revenons peut-être quand même sur le scepticisme médical qui nous explique, de toute façon, vous avez la grippe, avec un traitement, ça dure une semaine, sans traitement, ça dure une semaine. Le virus, évidemment, l'aspect viral, il n'y a que la vaccination qui peut nous éviter les formes graves. C'est en tout cas le discours habituel. Vous expliquez pas du tout, et vous expliquez entre autres, en effet, on va parler de différents éléments, que eh bien, les vitamines vont permettre de doper le système immunitaire, et la première d'entre elles déjà, c'est-à-dire la vitamine C. J'en suis un témoin direct, prenant depuis maintenant un certain temps, tous les matins, de la vitamine C en poudre. Eh bien, je ne suis plus jamais enrhumé. C'est pas une fois au lieu de 5, c'est 0. Voilà. Voilà, bah, alors ça rejoint le témoignage de beaucoup de personnes. Mais peut-être pour expliquer, peut-être avant d'entrer dans la vitamine C, j'en parlerai avec plaisir, parce que c'est vraiment, elle est mal comprise, en fait. Souvent, on l'utilise mal. Elle est un peu banalisée, alors qu'elle a des effets assez extraordinaires quand on l'utilise bien. Mais pour bien comprendre pourquoi c'est oublié par la médecine, parce que j'aurais pu dire négligé par la médecine, c'était un peu pour être pas trop voilà, agressif que j'ai dit oublié par la médecine, mais il y a quand même un aspect volontaire dans tout ça. Alors, vos auditeurs ne seront pas surpris de savoir que l'industrie pharmaceutique a une influence absolument considérable sur notre système de soins, sur ce qui est les médicaments qui sont approuvés, sur les recommandations des autorités de santé. Donc, ça explique en bonne partie pourquoi rien que les deux remèdes dont on a parlé jusqu'à présent, le iota carragénane et le sirop de sureau, ne sont pas en première ligne dans les recommandations officielles. Mais je pense qu'il faut quand même aborder un autre aspect, parce que la plupart des médecins sont de bonne foi, ne veulent que le bien de leurs patients, et pourtant ne sont pas forcément au courant de tous ces traitements. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a dans la communauté médicale une sorte de réticence à s'intéresser aux remèdes naturels que les gens peuvent prendre par eux-mêmes. Pourquoi ? Eh bien, parce que il y a attaché au diplôme de médecin un grand prestige, et surtout quelque chose pour lequel les médecins en ont bavé, pour reprendre l'expérience l'expression d'Éric Loridan, avec qui j'avais cet échange hier, du docteur Éric Loridan. Ils en ont bavé. Les études de médecine, c'est très long, c'est très dur. C'est vraiment, il y a beaucoup de sacrifices qui sont faits par les médecins. Et si, au bout de 10 ans d'études, c'est pour s'entendre dire que sur certains sujets comme les infections hivernales, en fait, un naturopathe peut faire mieux. Et même, en fait, le patient lui-même, s'il est un peu informé, n'a pas besoin du médecin, et qu'il y a des remèdes très simples qui sont connus depuis 2000 ans, qui sont supérieurs, en fait, à tout ce que l'industrie pharmaceutique, et puis les molécules très coûteuses, complexes, que seul le médecin peut manier, que seul le médecin peut prescrire, qu'en fait, il y a des solutions alternatives qui sont plus efficaces. Ça déchoit un peu la médecine de son piédestal. Et c'est un peu pareil pour les vaccins. Il y a tout un tas de raisons qui fait que les vaccins sont au cœur
une sorte de religion en Occident. Mais il y a aussi cette idée qui a été instaurée dans les consciences, que les vaccins nous ont sauvés des maladies infectieuses. Et comme c'est un acte médical, derrière, il y a cette idée que la médecine nous a sauvés, alors que la réalité est beaucoup plus prosaïque, c'est l'assainissement des eaux, c'est l'amélioration des conditions de vie qui a permis notamment que les enfants ne soient plus malnutris. Et s'ils ne sont plus malnutris, ils sont beaucoup moins vulnérables aux maladies infectieuses. Et c'est comme ça qu'on s'aperçoit, quand on regarde précisément les courbes des maladies, que 90% de la mortalité infantile s'est effondrée au début du XXe siècle, avant l'arrivée massive des vaccins et des antibiotiques. Et ça a été écrit noir sur blanc dans la plus grande revue américaine qui s'appelle Pediatrics. Je le répète parce qu'il y a vraiment un mythe autour des vaccins. 90% de la mortalité infantile s'est effondrée, a été diminuée avant l'arrivée des antibiotiques et des vaccins. Et donc, mais il y a, et ça fait partie du prestige médical, et c'est pour ça que le mythe continue de la vaccination et puis de la soi-disant inefficacité des remèdes naturels. Comme ça fait partie du prestige de la médecine de se dire avoir été le premier rempart contre ce fléau qui tuait tant de gens. Et c'est vrai que ça tuait beaucoup de gens, beaucoup d'enfants, mais quand on regarde précisément l'histoire de la médecine, ce n'est pas la médecine qui a en priorité permis d'éradiquer et d'effacer ces fléaux des maladies infectieuses. Donc ça, c'est vraiment un point de départ. Je pense qu'avant d'entrer dans ce qu'on peut faire pour se soigner, pour prévenir les maladies, il faut comprendre pourquoi, en fait, notre médecin de famille, il ne nous parle pas de tous ces remèdes. Ce n'est pas parce qu'il est malveillant. Souvent, il ne les connaît pas. Et puis, il y a une réticence un peu instinctive aussi à accepter que des choses aussi simples puissent être valables, alors qu'il n'en a pas entendu pendant son cursus si compliqué de formation de médecin. Il y a aussi un autre point, c'est-à-dire que voilà, vous avez la grippe, il faut vous reposer, vous restez allongé et puis vous prenez un Doliprane, vous prenez du paracétamol. Et vous expliquez dans votre premier chapitre de votre livre 100%, le protocole 100% naturel, et bien que la fièvre, c'est très bon, ça fait partie justement de ce qui va aider l'organisme et déclencher, c'est un déclencheur par l'organisme qui va permettre de le soigner. Oui, alors ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, que le premier réflexe de la plupart des médecins, et que d'ailleurs, on se souvient d'Olivier Véran, qui avait dit contre le Covid, prenez du paracétamol. Donc que ce soit le premier réflexe de se dire, on va prendre un médicament dont d'ailleurs on ne comprend pas tous les modes de fonctionnement, mais qui casse la fièvre, qui est pourtant une réponse parfaitement naturelle de l'organisme pour tuer les virus, que ce soit le premier réflexe, c'est vraiment très inquiétant. D'autant qu'on a, là encore, si on revient un peu en arrière, on a un prix Nobel de médecine franco-français qui s'appelle le professeur Lvoff, qui a été donc non seulement prix Nobel de médecine, mais qui était directeur de l'Institut Pasteur et qui a montré tout au long entre les années 1940 et 1970 que la fièvre était le moyen, et la chaleur notamment provoquée par la fièvre, était le moyen le plus efficace de tuer et d'inhiber les virus. Donc on a tous ces éléments-là. Il a fait des expériences assez fascinantes, alors pas pour les pauvres animaux qui en étaient les cobayes, mais j'en raconte quand même une ou deux, parce que ça montre à quel point la fièvre est utile. Il a inoculé des singes avec le virus de la poliomyélite. Une partie des singes, il les a soumis à une chaleur corporelle intense, où la chaleur corporelle montait jusqu'à 42 degrés. Ils ont tous survécu sans signe de poliomyélite. Les autres singes, qui n'ont pas eu d'augmentation de leur chaleur corporelle, il y en a 2 qui sont morts et tous ont eu des signes de paralysie de la poliomyélite. Il a fait des expériences aussi avec d'autres virus, avec des lapins qui avaient la myxomatose. Là encore, les lapins à qui on a exposé à de la chaleur ont guéri sans problème, les autres lapins sont morts. Et ensuite, il a montré également in vitro que la chaleur inhibe la multiplication des virus, y compris des virus vraiment comme le virus de la polio. Et donc, en fait, tout ce savoir, on le connaît. La chaleur inhibe les virus et les bactéries. Il y a des Américains aussi qui ont fait des expériences avec des lézards qui ont le sang froid et donc dont la température augmente si on les met au chaud. Là encore, ils survivent quand on leur inocule une bactérie. Cette fois, ça ne marche pas seulement contre les virus. Ils survivent quand ils sont placés dans des endroits à 42 degrés. Ils meurent quand ils sont à 36 degrés. Donc on a vraiment un nombre impressionnant de preuves
qui montrent que la chaleur, la fièvre, c'est un mécanisme utile. C'est surtout pas quelque chose qu'il faut inhiber de manière artificielle. Et donc, sachant que tous les médecins reconnaissent que le paracétamol n'aide pas à guérir, c'est simplement pour du confort. Mais comment accepter et comment recommander un peu plus de confort alors que ça risque de provoquer une aggravation de la maladie, c'est-à-dire une maladie qui sera plus longue et ou voire qui pourrait risquer de s'aggraver parce qu'on a empêché un mécanisme naturel de défense du corps. Donc là, il y a vraiment un problème, hein, on peut le dire, avec la façon dont le corps médical traite les maladies infectieuses. Cela dit, je précise tout de suite que c'est pas, il y a pas une fatalité d'être fiévreux 2 jours. C'est vrai que c'est Mhm. extrêmement désagréable, mais il n'y a pas de fatalité parce qu'il y a des moyens, pour le coup, naturels et qui ne sont pas artificiels, qui ne cassent pas la fièvre artificiellement, mais qui, par leur effet antiviral, vous évitent d'avoir des grosses fièvres. Et le premier d'entre eux, et du coup, on arrive du coup à notre sujet de vitamine C, c'est bien cette vitamine qui, à des doses supraphysiologiques, a Oui. des effets assez extraordinaires et peut effectivement casser la fièvre. Mais là, ce n'est pas de manière artificielle, c'est vraiment parce que ça mobilise les ressources de l'organisme qui n'a plus besoin de la fièvre pour lutter contre l'infection. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut souffrir forcément de la fièvre. En tout cas, je pense que si on n'a pas accès à des remèdes naturels, il vaut mieux ne pas la casser parce que ça peut produire une infection plus longue et aggravée. Il y a des éléments là-dessus Mhm. qui montrent que l'ibuprofène et le paracétamol augmentent la durée des infections et leur gravité. Mais si on suit le protocole 100% naturel que je propose, on n'aura pas non plus des fièvres douloureuses et longues parce qu'on a des moyens d'aider le corps en fait à mobiliser toutes ses ressources pour effacer la nécessité de la fièvre. Mhm. Voilà pour la fièvre. Alors, on peut aller maintenant peut-être vraiment dans les fameuses vitamines, la C, la D, le zinc. Oui, alors, peut-être commencer, donc par la vitamine D qui est sans doute la plus connue et aujourd'hui la plus reconnue pour, comme stimulant du système immunitaire, comme bouclier immunitaire. Elle a été notamment, aussi, vraiment mise en avant pendant le covid. Alors pas par les autorités encore une fois, mais par des Non. des 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 équipes de chercheurs du monde entier qui ont fait de nombreuses études, de nombreux essais cliniques, randomisés contre placebo, qui ont montré sans aucun doute possible que c'était le remède numéro un, à la fois en prévention et en traitement, du covid. Et ça vaut aussi pour les autres virus parce qu'en fait, la vitamine D agit vraiment sur la puissance, du système immunitaire, le problème, le principal problème de la vitamine D, c'est que, d'abord, tout le monde n'est pas encore au courant, elle a de cet effet immunitaire. Elle a d'abord été connue pour son effet sur les os. C'était historiquement la vitamine Bien du sûr. rachitisme et aujourd'hui pour éviter l'ostéoporose. Mais on s'est rendu compte, il y a eu un tournant en fait dans les années 80 quand on s'est rendu compte, que les chercheurs se sont rendus compte qu'il y avait dans toutes les cellules du système immunitaire des récepteurs à la vitamine D. Et c'est ça qu'ils se sont rendus compte de l'importance de cette vitamine pour le système immunitaire parce que toutes les cellules ont un récepteur à la vitamine D, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de vitamine D. Et il y a eu un autre tournant en 2006 dans le journal Science qui a été publié, un article montrant que la vitamine D aide nos cellules immunitaires à produire des petits antibiotiques naturels, des peptides Mhm. antimicrobiens. Et donc là, à partir de là, il y a eu tout un tas d'essais cliniques qui ont montré que c'était effectivement efficace contre les infections hivernales. Et donc ça, il y a, quand on regarde de près les études scientifiques, il n'y a aucune discussion possible. C'est le grand bouclier en prévention. Il faut absolument entrer dans l'hiver sans carence. Le problème, c'est que la vitamine D, quand on ne se supplémente pas, eh bien, on est souvent en carence l'hiver, surtout d'ailleurs au mois de janvier, février, au moment où la grippe est la plus virulente. Pourquoi? Parce qu'on fait le plein de vitamine D au soleil, quand on s'expose au soleil l'été. La vitamine D se produit naturellement par l'exposition de la peau au soleil. Sauf que, évidemment, à partir d'octobre, les rayons du soleil ne sont plus du tout assez puissants, il n'y a plus assez d'UVB pour pouvoir produire cette vitamine D. Et donc, les stocks diminuent et dans notre organisme. Donc, c'est pour ça qu'il est très important, au moins pendant la période hivernale, de bien se supplémenter en vitamine D, parce que c'est une vitamine qui se trouve très peu dans l'alimentation, contrairement à d'autres. Ah oui. Il n'y en a quasiment pas dans l'alimentation. Donc, si on ne se supplémente pas, pour la plupart des gens, ils entrent au moment où ils en ont plus besoin, dans la période hivernale, en carence. Et une dernière chose sur
la manière de se supplémenter, c'est qui est très importante, c'est que malheureusement, beaucoup de médecins sont conscients de l'intérêt de la vitamine D pour la période hivernale, la prescrivent, mais la prescrivent sous la mauvaise forme. C'est-à-dire qu'ils prescrivent des ampoules mensuelles ou des ampoules trimestrielles, dont toutes les études depuis 10 ans montrent qu'elles ne sont pas efficaces, voire contre-productives. Pourquoi ? Parce que quand vous prenez une ampoule de vitamine D, c'est une méga dose immédiate, votre taux dans le sang, il augmente, pendant une semaine ou deux, il va être élevé, mais pendant les 2 semaines suivantes, il va diminuer d'un coup. Et donc, vous allez être en carence les 2 dernières semaines, et en plus, le corps n'aime pas trop les variations brutales de vitamines. Donc, il est très important que vos auditeurs sachent qu'il y a une manière de prendre de la vitamine D qui est efficace, c'est tous les jours en gouttes ou toutes les semaines en gouttes également, mais en tout cas pas tous les mois. Et c'est de cette manière que vous arriverez à vous protéger mieux que si vous avez une carence de toutes les infections hivernales. Donc voilà pour la vitamine D. Le mystère de la vitamine C et puis le dosage aussi qui est essentiel. J'aimerais bien qu'on en parle. Ouais, alors ça c'est très important parce que la vitamine C, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que en pharmacie, je suis désolé pour les pharmaciens, mais elle est hors de prix et souvent mêlée à des additifs que je conseille pas sur le long cours. Donc en fait, et là encore, ça fait partie de la bonne façon de se soigner, c'est de connaître en fait les bons produits. C'est pour ça que je mets à la fin de mon livre une liste d'adresses de confiance. C'est parce que souvent, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les bonnes formulations sont sur des labos de confiance sur Internet et pas dans les pharmacies. Et c'est assez sur la vitamine C, par exemple, on peut en trouver en formation pure, de la poudre pure à 250 grammes, donc c'est une dose assez considérable, pour 10 € seulement, alors que vous allez payer 5 fois plus cher en pharmacie pour de la vitamine C de qualité inférieure. Donc, qu'est-ce qui est impressionnant avec la vitamine C? Pour le comprendre, en fait, il faut faire un petit retour en arrière dans les années 50, dans les années 40-50 aux États-Unis, parce qu'il y a un pionnier dont on ne peut pas faire l'économie de parler, qui s'appelle le docteur Frédéric Kleiner, qui un jour s'est retrouvé avec un malade qui avait une pneumonie très grave. Il était en détresse respiratoire, mais il ne voulait pas aller à l'hôpital. Il lui fallait absolument être mis sous oxygène à l'hôpital, il allait mourir, mais il ne souhaite pas. Et donc le docteur Kleiner, il se dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Il avait des ampoules de vitamine C dans sa mallette. Il avait souvenir d'une étude disant que ça pouvait améliorer la circulation de l'oxygène, donc il dit: «Bon, j'essaye ça». Il lui injecte, mais attention, par la seringue, il lui injecte de la vitamine et à son immense surprise, 6 heures plus tard, cet homme qui était presque mourant est assis à sa table, il va beaucoup mieux et le lendemain, il est en train de manger et il est guéri, et après avoir répété l'injection de vitamine C. Ça a été le début d'une immense découverte parce que le docteur Kleiner va jusque dans les années 70 soigner des milliers de patients victimes d'infections virales de cette manière-là. Et donc va compulser, si vous voulez, un énorme corpus de retours d'expérience. Il va le publier dans des études médicales et il va montrer que, en fait, la vitamine C sous cette forme-là fonctionne de façon spectaculaire contre à peu près toutes les infections virales. Et notamment, et il a commencé notamment parce qu'il y avait une épidémie de polio dans sa région. Il a soigné 60 patients de la polio. Il a dit 60 sur 60 ont guéri très rapidement avec des injections de vitamine C. Donc ça, et après, il a montré que ça fonctionnait sur la grippe, sur la rougeole, sur la varicelle. Et alors, c'est assez exceptionnel. Ça peut paraître difficile à croire, hein, mais il faut vraiment aller lire et comprendre que c'était un médecin absolument honnête qui ne faisait que relater son expérience. Il y a eu des études ultérieures qui montrent que c'était tout à fait juste. Malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait une injection de vitamine C, on a une dose dans le sang qui est bien supérieure à celle que l'on obtient quand on avale de la vitamine C. Donc, si on s'était tenu à l'expérience du docteur Frédéric Kleiner, malheureusement, on serait un peu démunis parce que les hôpitaux n'ont pas cette bonne habitude de mettre dans les perfusions qu'on a à l'hôpital de la vitamine C, ce qui serait pourtant une bonne chose en cas d'infection, mais on serait un peu démunis. Heureusement, il y a un autre grand pionnier de la médecine qui s'appelle le docteur Cathcart, qui lui a expérimenté, là encore sur des dizaines de milliers de patients, des mégadoses de vitamine C par voie orale. Donc là, c'est la vitamine C en poudre qu'on peut avaler, donc tout un chacun peut le faire. Et lui,
a montré, là encore de façon vraiment très convaincante, que les bonnes doses de vitamine C par voie orale permettaient de tuer dans l'œuf à peu près n'importe quelle infection virale. Et ce qui est important par contre dans ce qu'il a montré, c'est que les doses qu'il utilisait, les doses qui avaient une efficacité, sont beaucoup, beaucoup plus importantes que celles qu'on imaginerait prendre spontanément. Pour vous donner une Mhm. idée, les apports journaliers recommandés, c'est 100 mg à peu près de vitamine C par jour. Bon, en fait, ils sont très sous-estimés par rapport à ce dont on a vraiment besoin. Moi, je recommande en prévention hivernale de prendre environ 1 gramme par jour de vitamine C, ce qui est déjà donc 1000 milligrammes. Ça veut dire que c'est déjà 10 fois plus. Mhm. Mais ce que montrait le docteur Cascart, c'est que contre des grippes sévères, il peut être nécessaire, en tout cas, on obtient les effets spectaculaires, parfois en montant jusqu'à 100 grammes par jour. Et alors, 100 grammes par jour, on est là à 1000 fois la dose journalienne recommandée. Alors, la Mhm. première interrogation qu'on peut avoir, c'est, mais attendez, est-ce que c'est sûr? On me dit prendre 1000 fois la dose. Première chose que je me demande, c'est, moi j'ai un principe de précaution très important, hein, c'est pour ça que je ne suis pas favorable au vaccin, parce que je trouve qu'aucun n'a montré de façon claire qu'il avait un bénéfice supérieur au risque dans des études scientifiques et qu'il y a des Mhm. risques qui sont avérés. Donc moi, je veux que des remèdes qui sont absolument sûrs. Mais la vitamine C, c'est une molécule assez incroyable. Personne n'a jamais été tué avec des doses massives de vitamine C. On n'a même jamais réussi à tuer un animal. En fait, quelle que soit la dose, on pouvait monter les doses. On n'a jamais réussi à tuer un animal avec la vitamine C. Donc en fait, c'est extrêmement peu toxique. Bien sûr, comme tout, on peut mourir en buvant trop d'eau. Donc comme tout, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Bien sûr. Et quand on a une maladie rénale, c'est clair qu'il faut faire attention avec les mégadoses parce que c'est quand même filtré par les reins. Mais en dehors de ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement peu toxique et c'est pour ça que c'est très intéressant. Et on obtient en fait des résultats spectaculaires en montant avec des mégadoses. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir le fameux sachet dont je vous parlais de vitamine C de 250 grammes, parce que si vous avez les premiers symptômes, beaucoup de médecins qui sont au fait des effets de la vitamine C par mégadose conseillent très vite de prendre plusieurs grammes, voire plusieurs dizaines de grammes dans les premières heures et dans les premiers jours de l'infection. Et ça, effectivement, en continuant plusieurs jours. Et ça, il y a voilà, un faisceau de preuves très flagrants selon lequel ça permet en 24-48 heures maximum de venir à bout d'à peu près n'importe quelle infection. C'est moins efficace que les injections et que les perfusions intraveineuses. Et donc sur certaines infections, ça peut-être marchera moins bien, mais ça a une efficacité certaine et tout le monde peut l'utiliser sans risque. Il faut juste bien s'hydrater. Et donc ça, c'est une utilisation assez étonnante. Vous avez parlé de l'utilisation préventive, vous prenez tous les matins. C'est une utilisation que je recommande également. Mais chez certains, effectivement, depuis Linus Pauling, il y a plein de gens qui ont témoigné que depuis qu'ils suivaient le conseil de ce prix Nobel de médecine de prendre effectivement 1 ou 2 grammes par jour de vitamine C, ils n'avaient plus de rhume. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il faut que ce soit bien clair. Il y a beaucoup de gens qui, donc ils auront des infections moins graves, ils en auront moins l'hiver, mais ils en auront quand même. Et donc savoir aussi. Vous expliquez que 5% à peu près de la population n'attrape presque jamais de rhume. C'est dans Ouais. votre protocole préventif, justement. Oui, tout à fait. Donc, voilà, en tout cas, en prévention, c'est efficace, mais ce n'est pas un bouclier total. Et donc, c'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir de savoir l'utiliser aussi de manière curative, parce que là, on peut avoir des effets exceptionnels. Évidemment, les effets sont d'autant meilleurs si on les mêle à la vitamine D, si on a un bon niveau sanguin de vitamine D au moment de l'hiver. Et puis, si on ajoute le dernier membre du trio magnifique Voilà. de micronutriments, le dernier, c'est le zinc, Alors, le qui, zinc. là encore, a été un peu redécouvert pendant le Covid, puisque le Ouais. professeur Raoult lui-même, on l'a un peu, c'est passé un peu inaperçu, mais son protocole, dès l'été 2020, c'était pas seulement l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, c'était aussi le zinc. C'était ce qu'il appelait une trithérapie. Il y avait 3 molécules, voilà, qui sont pas naturelles, mais il y avait aussi le zinc. Pourquoi le zinc? Parce que, en fait, ça fait au moins 50 ans qu'on connaît son importance cruciale pour la capacité de notre système immunitaire à vaincre les infections. C'est d'ailleurs
on l'ignore, mais reconnu de manière officielle que c'est le minéral pour les pays en développement pour lutter contre les pneumonies. Parce qu'il faut savoir que dans les pays en développement, une des causes majeures de la mortalité infantile, parce que c'est des enfants malnutris hein, qui sont vraiment en grande difficulté, en grande vulnérabilité, mais il a été montré que c'est le zinc qui est le minéral le plus efficace pour éviter les pneumonies. Donc pourquoi est-ce qu'on accepte cet état de scientifique dans ces pays? Pourquoi on ne se rend pas compte et on ne regarde pas plus attentivement l'effet du zinc aussi chez nous? On a des pneumonies chez nous, on en a beaucoup, ça cause de la mortalité. Et donc, non seulement contre les pneumonies, mais contre tous les virus de l'hiver, le zinc est essentiel parce que nos cellules immunitaires ont besoin de zinc pour fonctionner de manière efficace. Ça a été montré dans plusieurs essais cliniques randomisés contre placebo, notamment un qui a été fait aux États-Unis par le plus grand spécialiste au monde du zinc, le docteur Prasad. Il a supplémenté des personnes âgées avec du zinc pendant tout l'hiver et ils ont eu, tenez-vous bien, 70% d'infections en moins, d'infections hivernales en moins que le groupe de contrôle qui n'a eu qu'un placebo. Donc là encore, la preuve, elle est claire. En prévention, ça fonctionne très bien. Mais donc ça, on peut prendre des gélules de zinc ou du zinc dans un complément de multivitamines de qualité. Là encore, je donne des adresses. Ce qu'on néglige parfois, donc ça, le zinc, maintenant, c'est connu que c'est en prévention. Et ça a été montré aussi pendant le Covid, d'ailleurs, une étude tunisienne qui s'appelait l'étude Vizir, qui a aussi montré que simplement donner du zinc en prévention, ça diminuait nettement la durée de la maladie Covid et le risque de passer en réanimation. Donc là encore, c'est vraiment montré par A plus B dans des études scientifiques, mais c'est oublié par notre système médical. Ce qui est intéressant aussi dans le zinc, je trouve, c'est que c'est utilisé aussi en traitement. Et un peu comme la vitamine C, c'est pas de la même Oui. manière qu'on l'utilise en prévention et en traitement. Pour le zinc, c'est vraiment une histoire amusante que je raconte aussi dans le livre. Tout est parti en fait d'une petite fille de 3 ans qui avait malheureusement une leucémie et dont le papa, qui était pas un biologiste ni un spécialiste, mais s'est renseigné et s'est dit qu'il était intéressant de lui donner des compléments alimentaires de multivitamines pour l'aider à supporter les traitements. Et à tel point que son oncologue lui a dit: «Mais je ne sais pas ce que vous faites, mais continuez parce que c'est assez extraordinaire, votre fille a des résultats étonnants des traitements». Et en fait, il s'est rendu compte que c'était le zinc en fait en particulier qui avait ces effets-là. Et un jour, cette petite fille qui a un système immunitaire largement diminué par les traitements a un rhume sévère. Son père lui donne, comme à son habitude, une gélule de zinc à avaler, mais elle a tellement mal à la gorge qu'elle ne peut pas l'avaler, donc elle le garde dans la bouche et elle s'endort. Et à la grande surprise de son père, 2 heures plus tard, elle arrive et elle est guérie. Son Mhm. père s'étonne beaucoup et il se dit: «Ça peut pas être une coïncidence» parce qu'elle avait un système immunitaire vraiment dégradé par les traitements et elle est guérie d'un coup alors que son infection était sévère. Et cette personne qui était quand même de formation scientifique connaissait des médecins et chercheurs et ils ont conçu un essai clinique pour tester est-ce que des pastilles de zinc à sucer, et à sucer c'est très important parce que ça a un effet en fait dans la gorge et dans la cavité nasale, et comme on le disait tout à l'heure, c'est là que les virus, notamment du rhume, se multiplient. Est-ce que Mhm. ça pourrait fonctionner? Et ils ont montré, dans un essai clinique assez historique du début des années 80, que ceux qui avaient eu la gélule de zinc avaient eu un rhume qui avait duré seulement 4 jours contre 11 jours dans le groupe qui avait eu un placebo. Et ensuite, s'en est en suivi 9 études randomisées contre placebo, 9 essais cliniques qui ont confirmé cet effet du zinc. Le problème, c'est que il faut une formulation très particulière du zinc pour que ça ait ces effets. Il faut que le zinc se libère dans la bouche et qu'il ne soit pas sous une forme qui, en fait, reste agglomérée et qui ne se dissout que dans l'estomac. C'est un peu technique, mais c'est pour expliquer que, là encore, il faut bien s'y connaître parce qu'il y a des formulations qui ne fonctionnent pas, en tout cas pour diminuer drastiquement la durée du rhume, et d'autres formulations du zinc qui, elles, ont été vraiment prouvées comme ayant un effet. Et donc, c'est vraiment en fait une forme en plus pas du tout désagréable de se soigner, de sucer des gélules de zinc qui ont en plus bon goût. On a réussi à leur donner un bon goût grâce à une forme d'huile essentielle. Et donc, c'est une manière très efficace de se soigner aux premiers symptômes d'un rhume ou d'une infection.
Alors, je vais rappeler, parce que je vois sur le chat beaucoup d'interrogations pour des personnes qui ont pris en cours, le titre du livre dont on parle aujourd'hui de Xavier Bazin, avec une préface du docteur Éric Ménat, c'est le protocole 100% naturel. Le protocole 100% naturel, validé par la science, mais oublié par la médecine. C'est aux éditions Guy Tré Daniel. Et on demande comment se procurer ce livre. Je suppose qu'on peut l'avoir un peu partout. Ah oui, alors c'est disponible évidemment sur Amazon ou Fnac pour ceux qui veulent le commander tout de suite sur internet, et dans toutes les bonnes librairies. Je dois dire que l'accueil de ce livre, me ravit parce qu'il y a eu, une rupture de stock en fait dès la première semaine. Je sais pas, il y a eu un afflux de gens qui ont souhaité se procurer ce livre. Là, il est dans les 20 premiers de la Fnac et d'Amazon. Donc pour un livre et premier en médecine, donc pour un livre qui déplaît à Big Pharma, je trouve que c'est encourageant. Parce qu'il y a beaucoup de nouvelles décourageantes qu'on entend, voilà, notamment cette obligation vaccinale qui peut-être qui va arriver contre la grippe. Mais il y a aussi quand même dans la population un réveil, notamment depuis le Covid, mais pas seulement, mais sur la compréhension qu'on ne pouvait pas tout attendre de notre médecin et qu'il y avait des choses alternatives qui fonctionnaient. Et donc voilà, donc je suis très heureux parce que ce livre en fait redonne le pouvoir aux patients. Et c'est d'autant plus important pour les infections hivernales parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas toujours en tête et que j'explique dans mon livre, c'est que il faut agir le plus vite possible quand on a un début d'infection. Il faut comprendre, prenons le rhinovirus, le virus le plus courant des rhumes. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant 24 heures, les premières 24 heures, ce qu'on appelle l'incubation, on ne le sent pas, mais il est déjà en train de se multiplier. Et au bout de 24 heures, il est passé voilà, de quelques virus à plusieurs millions déjà de virus dans notre cavité nasale. Et en fait, si on attend encore 24 heures après le début des symptômes, cette fois, il se compte en milliards. Je ne sais pas si vous réalisez l'augmentation exponentielle entre le moment où on a commencé à avoir des symptômes et 24 heures plus tard. Et donc, ça veut dire que si on agit avec tout ce dont je parle notamment dans ce livre, mais dès les premières heures, dès les premiers symptômes, ça va être beaucoup plus efficace, beaucoup plus puissant en fait, et on va pouvoir tuer dans l'œuf à peu près n'importe quelle infection. Et pourquoi c'est important et pourquoi je dis ça en relation avec le système médical? Parce que c'est justement, il faut redonner le pouvoir aux patients parce qu'ils n'ont pas le temps. Quand bien même le médecin aurait toutes les bonnes solutions et quand bien même on aurait le meilleur médecin possible, il ne faut pas attendre de prendre rendez-vous chez le médecin. Il faut prendre des remèdes sûrs, éprouvés par le temps, dans des grandes traditions médicinales, validés scientifiquement par des études récentes. Il faut les prendre à la bonne quantité, sous les bonnes formulations, dès les premiers symptômes, pour éviter d'être malade. Bien sûr en prévention, mais ça, on en parle, ça c'est tout au long de la saison hivernale, mais aussi dès qu'on a des symptômes. Et ça, on ne l'enseigne pas suffisamment aux gens, cette multiplication exponentielle des virus dans les premières heures qui justifie en fait d'agir vite et fort, au moins dans les premières 24 heures. Et ça, c'est quelque chose de très important, mais ça veut dire encore une fois qu'on n'a pas le temps, quand bien même le médecin serait pas parfait, d'y aller. Et ça veut dire qu'il faut être parfaitement informé. Il faut avoir déjà dans son placard, il ne faut même pas se dire qu'on ira à la pharmacie ou qu'on va commander sur Internet, ça arrivera trop tard. Il faut avoir déjà préparé ses chez soi. Et j'explique tout ce qu'il faut avoir. C'est pas très coûteux, hein. Quand on fait les choses de façon naturelle et efficace, je propose même un protocole pour ceux qui sont ric-rac, qui est un protocole entre guillemets dégradé par rapport à l'optimum, hein. Si on fait tout, c'est optimal, très bien. Mais on peut avoir presque les 3/4 de l'efficacité à un coût vraiment extrêmement faible, tout à fait raisonnable. Mais par contre, ce qui est important, c'est de se préparer, c'est-à-dire de savoir à l'avance, d'acheter à l'avance, parce que souvent c'est sur Internet, les bons produits. Je donne des adresses à la fin du livre, de se préparer, de les avoir déjà expérimentés pour ne pas, notamment la vitamine C à haute dose, c'est bien d'avoir expérimenté pour ne pas avoir de réticence en fait sur le coup à prendre plusieurs cuillères à café dans de l'eau de poudre de vitamine C, parce que ça peut être intimidant de prendre beaucoup de vitamine C, et donc d'être prêt en fait à lutter contre les virus. Et c'est pour ça que je suis extrêmement convaincu, et c'est le résultat de ma lecture de l'ensemble des études scientifiques et des témoignages des praticiens, que si tout le monde faisait ça en prévention et dès les premiers symptômes, vraiment le nombre d'infections hivernales se réduirait, mais de façon drastique dans ce pays. Le nombre de séjours à l'hôpital serait vraiment considérablement réduit, et a fortiori le nombre de décès liés aux infections hivernales. Ça peut paraître étonnant, mais les infections virales sont en réalité très faciles à combattre, si tant est qu'on s'y prend bien avec les bons remèdes et au bon moment et aux bonnes doses.
Ouais, mais évidemment, c'est pas bon pour le business. Si on n'avait plus d'infection virale pendant l'hiver, vous faites un chapitre aussi sur une mise au point sur la prétendue dangerosité justement des vitamines et minéraux, parce qu'il y a un contre-feu de Big Pharma entre autres pour essayer de faire en sorte que ce type de solution ne soit pas adopté par le plus grand nombre en tous les cas. Exactement. Alors ça, c'est un phénomène assez étonnant. Alors quand on n'est pas du domaine, au début, on s'en étonne, mais dès qu'il y a en fait le moindre problème quelque part, et avec un complément alimentaire, avec un remède naturel, tout de suite, il va y avoir le projecteur des médias, le projecteur de la communauté médicale, sur le problème qui a été, causé soi-disant par le ou parfois vraiment causé. Et c'est le cas notamment, pour la vitamine D, hein. Elle a failli être classée quand même comme perturbateur endocrinien par Olivier Véran, qui souhaitait le classer comme perturbateur endocrinien. C'est quand même quelque chose absolument d'extraordinaire. Heureusement, c'est pas passé. Mais, il y a eu pendant le Covid, au moment où la vitamine D commençait à être, Mhm. plébiscitée, l'Académie de médecine avait fait un communiqué pour dire que c'était un remède intéressant. L'Académie de médecine avait fait un communiqué. Il y avait, 6 sociétés savantes dès janvier 2021 qui avaient fait un communiqué aussi pour dire que il y avait des preuves qu'il fallait l'utiliser. Et là, on a l'impression que c'est fait exprès, que c'était un contre-feu. L'ANSM, fait un communiqué disant: «Attention au surdosage de vitamine D, il y a des nourrissons qui ont connu des effets indésirables graves avec surdosage de vitamine D.» Et en fait, quand on regarde de façon précise ce qui s'est passé, en fait, c'est des cas extrêmement rares où des parents se sont totalement trompés. Ils ont acheté sur Internet des vitamines en gouttes dont ils n'ont pas vérifié la quantité et ils ont donné à leurs nourrissons des quantités extravagantes, mais extravagantes, 40 fois la dose raisonnable par jour pendant des mois et à des nourrissons, donc à des personnes, des personnes évidemment vulnérables, qui ont les reins fragiles. Et le résultat, en plus, c'est clair que c'est dangereux de faire 40 fois la dose de n'importe quoi à un Bien nourrisson. Mais sûr. ce qui est étonnant, c'est que malgré cela, et ce pendant des mois, ces nourrissons, après un bref séjour à l'hôpital, sont ressortis sans séquelles. Et donc, si on peut donner 40 fois la dose à des nourrissons pendant plusieurs mois, alors et il faut surtout pas le faire, hein, il faut donner les bonnes doses, évidemment, mais sans que ça n'ait des effets dramatiques, c'est bien que c'est quelque chose de sûr. Même chose avec un autre cas, cette fois-ci aux États-Unis, où un homme, là aussi, alors là, c'était un problème, il y avait un problème, il a pris 2 millions d'unités de vitamine D par jour pendant au moins un mois. 2 millions, il faut comprendre que moi, ce que je recommande la plupart des gens, c'est de prendre 2 000, 4 000 unités par jour de vitamine D. Lui, il a pris 2 millions. Il faut bien réaliser la dose que c'est. Eh bien, lui aussi, il se sentait pas bien, il est allé à l'hôpital. Au bout de 8 jours, il est ressorti sans séquelles, sans séquelles. Alors qu'il avait pris des doses totalement extravagantes. Et donc, dès qu'il y a un petit problème avec les vitamines, ça fait la une des journaux. Il y a eu un cas effectivement d'un décès d'une personne très âgée qui a pris la mauvaise forme de vitamine C, de vitamine D qui n'est disponible que sous ordonnance. Et il l'a pris à la mauvais dosage. Lui aussi, il prenait des doses extravagantes, donc d'une forme plus rapide de la vitamine C. Il en est décédé, il était déjà très âgé, il y a sans doute d'autres cofacteurs, mais là tout de suite ça a fait la une des journaux, c'est un On des en parlait seuls plus tard. décès qu'on a pu attribuer à une vitamine et encore une fois, c'était une vitamine sous une forme qui n'est disponible que sous ordonnance en France, mais tout de suite il y a eu cet effet pour faire croire aux gens que, eh bien, les vitamines sont dangereuses, les minéraux sont dangereux. Alors attention, moi je ne dis pas du tout qu'il faut faire n'importe quoi, il faut bien se renseigner, il faut prendre au bon dosage, mais ce qui est extraordinaire, c'est que le niveau de risque avec ces vitamines est infiniment moins important qu'avec, par exemple, le Doliprane, le paracétamol. Vous en prenez ne serait-ce que 5 ou 10 fois la dose, c'est fini, hein, en tout cas, vous avez une hépatite fulminante et si on vous greffe pas un nouveau foie, c'est fini. Et, Mmh. et si on le prend qu'une seule fois. Là, on parle de gens qui ont pris 50, parfois 100, parfois 500 fois la dose de vitamines pendant des semaines et en ayant des problèmes, effectivement, mais qui ont été résolus. Donc, voilà, c'est juste qu'il y a vraiment un deux poids, deux mesures. Je n'appelle pas du tout à faire n'importe quoi. Il faut, quelle que soit la qualité du remède, naturel ou pas, il faut connaître les contre-indications, il faut connaître ses risques. Je l'ai décrit dans le livre.
Mais il y a de toute évidence une non-toxicité, une faible toxicité par rapport en fait à la plupart des médicaments qui sont accessibles en vente libre en fait dans nos pharmacies. Et donc le deux poids deux mesures est vraiment absolument flagrant et c'est pour ça que j'ai tenu à faire un chapitre et non seulement pour remettre un peu les pendules à l'heure, mais aussi pour que les gens puissent aussi prendre les remèdes que je recommande avec toutes les informations scientifiques en tête, qu'ils sachent ce qu'ils peuvent en attendre et les risques qu'ils peuvent prendre, parce qu'encore une fois, moi je suis très principe de précaution et je n'ingérerai pas quelque chose qui pourrait avoir un risque important. Mais alors, beaucoup de questions dans le chat aussi, à savoir pour certains de ces médicaments, comment se les procurer et comment se les procurer et le bon, justement, puisque souvent on dit, bah, c'est pas dans les pharmacies, alors c'est où? Sur Internet? Alors oui, donc là, il faut connaître. Là, c'est vraiment moi, ça fait 15 ans que je suis dans le domaine de la santé, donc au fil du temps, Bien sûr. je connais très bien les bons laboratoires, ceux qui sont de confiance. Et donc c'est vrai que là, et c'est pour ça que j'aime pas faire de la pub à qui que ce soit, mais j'ai fait une page d'annexe dans mon livre où je recense les adresses, parce qu'effectivement, si je donne pas ça, les lecteurs ne pourront pas utilement en fait utiliser les traitements que je propose. Donc ça dépend de chaque. Hein. Pour le sureau, il y a certains laboratoires spécialisés. Pour la vitamine C, je parle de Sunday Natural, qui est un site où on peut obtenir la vitamine C, de la vitamine D à bon prix. Mais le zinc, c'est un site américain, enfin c'est une marque américaine, parce que c'est la seule qui est bien formulée, comme je disais tout à l'heure, pour libérer les ions dans la bouche, les pastilles de zinc pour avoir l'effet antiviral dont je parlais tout à l'heure. Donc en fait, ça dépend en fait de chaque formulation. Oui. Mais voilà, c'est vrai que c'est un écueil. Il faut pas juste. Mais c'est pour ça que moi, tout mon travail en fait depuis que je suis journaliste scientifique dans la santé, c'est d'aider les gens à reprendre leur santé en main. Il faut reprendre sa santé en main, il faut s'informer, Voilà. il faut lire, il faut connaître. On peut pas faire n'importe quoi. Il faut savoir. C'est pas très compliqué. Hein. Je pense que mon livre est très facile à lire. Hein. Je déteste le jargon. Je m'adresse vraiment à toute personne qui a envie simplement de s'informer. C'est pas très compliqué, mais il faut s'informer un minimum pour pouvoir bien se soigner. Mmh. Alors, ce qu'il est dit aussi, par exemple, alors en tout cas, on note qu'il y a une annexe dans votre livre, Ouais. justement, ce dernier livre sur le protocole 100% naturel. Hem, alors, pour la vitamine C, il y a aussi beaucoup de questions en disant: «Oui, mais bon, la vitamine C par injection, par exemple, ça peut être très bien, mais c'est pratiquement interdit en France». Alors, on fait Oui, comment? alors mais justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas pratiqué en France, c'est pas interdit, hein, mais c'est pas pratiqué, mais heureusement, on a toutes les preuves qui montrent que, des par voie orale, donc en avalant de la poudre, Voilà. à des Mmh. doses qui sont, vraiment assez considérables, on peut s'approcher des effets de la vitamine C, injectable et Mmh, avoir mmh. des effets spectaculaires. C'est le docteur Caskart qui l'a démontré et si je peux rajouter un mot là-dessus, parce que c'est quand même quelque Bien chose de sûr. très intéressant qu'il a observé, c'est que, en fait, la vitamine C, il faut savoir, c'est un effet laxatif à haute dose. C'est pas très grave, c'est juste des sels molles, c'est rien de grave, c'est pas une diarrhée qui peut être dangereuse, mais ça a un effet laxatif à des très hautes doses. Pour la plupart des gens, c'est en gros, s'ils prennent 15 grammes dans la journée, ils vont avoir cet effet. Donc 15 grammes, c'est déjà une dose assez élevée. Mais ce qu'il a observé, ça peut paraître trivial, mais vous allez voir que c'est très important. Il a observé, le docteur Cascard, qu'en cas d'infection, la quantité de vitamine C qu'on pouvait avaler sans avoir de diarrhée était beaucoup plus importante. Et même que plus l'infection était carabinée, Ouais. plus on pouvait avaler de vitamine C sans avoir d'effet laxatif. Il a eu cette réalisation extraordinaire quand il a vu arriver une petite femme de 23 ans, de 50 kilos, qui avait pris, tenez-vous bien, 200 grammes par jour pendant 2 jours contre une mononucléose extrêmement forte et qui n'avait pas eu le moindre début d'effet laxatif. Et ça l'a frappé. Et il s'est rendu compte qu'en fait, c'était une loi de la nature et que, en fait, quand plus l'infection était importante, plus on pouvait prendre de vitamine C sans avoir cet effet. Et surtout, et c'est là où c'est très important, il s'est aperçu que l'effet le plus efficace de la vitamine C était la dose qui s'approchait de cet effet laxatif. C'est-à-dire quand on commence à sentir que ça vient, c'est là où il a remarqué qu'il y avait ce qu'il appelle l'effet ascorbate, un flash de bien-être,
ou un Ouais. sentiment de détoxification, où soudain l'infection, elle tombe. Et donc pourquoi c'est important? Parce qu'il a dit, en fait, et lui il a dit du coup, il y a des rhumes à 30 grammes, des rhumes à 60 grammes, des grippes à 100 grammes, des grippes Mmh. graves à 150 grammes. Pourquoi il le comptabilisait comme ça? Parce que c'est la quantité de vitamine C qu'il fallait pour avoir l'effet, non seulement l'effet laxatif, mais surtout l'effet ascorbate, c'est-à-dire l'effet le plus efficace. Et donc pourquoi c'est important? Parce que ça prouve bien qu'il se passe quelque chose, que le corps réclame de la vitamine C quand on est infecté. Et plus l'infection est grande, plus on a besoin de vitamine C. Et si on n'a pas cet effet laxatif qu'on a quand on est en bonne santé dès 15 grammes, si on l'a pas à 100 grammes quand on a une grosse infection, c'est bien qu'elle est utilisée quelque part. Donc vraiment, c'est pour ceux qui... Donc on n'a pas à se désoler que les infusions, les perfusions de vitamine C ne soient pas pratiquées. Évidemment, ce serait un plus. Mais si vous avez chez vous la vitamine C en poudre, la vitamine C pure, il y a différentes formes que je détaille dans mon livre. Si vous l'avez, vous pouvez obtenir des bienfaits presque aussi importants, pas forcément contre les infections les plus graves, contre les hépatites, par exemple. Docteur Cascart, il utilisait la seringue parce qu'il ne voulait pas prendre de risques. Et c'est vrai que par injection, c'est encore plus puissant. Mais contre toutes les infections hivernales, il prescrivait à ses patients de la vitamine C par voie orale et ça marchait très bien aux doses nécessaires. Mmh. Bien, peut-être aller vers les jokers aussi, c'est votre chapitre numéro 7. Comment se protéger et guérir plus vite? Il y a entre autres ce fameux chlorure de magnésium, on en parle souvent, vous pouvez peut-être en dire quelques mots quand même? Ouais, alors ça, c'est vrai que c'est un remède assez fabuleux et qui a aussi une histoire assez passionnante. Alors, je précise tout de suite que contrairement à tous les autres remèdes dont je parle dans le livre, et lui, il ne bénéficie pas d'essais cliniques randomisés contre placebo. Donc, c'est l'exception à la règle avec l'huile de Harlem. C'est l'exception à la règle. Je préfère le préciser parce que c'est pas pour Avec rien que j'ai écrit. l'huile de Harlem, ouais. C'est pas pour rien que j'ai écrit validé par la science en titre, c'est que tous les remèdes ont vraiment un niveau de validation scientifique qui est très élevé, mais pas celui-là. Pourquoi j'en parle néanmoins? Parce qu'il y a une forme d'unanimité dans ceux qui pratiquent, que ce soit les thérapeutes, les médecins ou les patients, sur l'étonnante efficacité de ce remède. Et puis, il y a une histoire qui est quand même intéressante. C'est un membre de l'Académie de médecine, le professeur Delbet en France, au début du XXe siècle, Mmh. qui a commencé à se rendre compte de la capacité extraordinaire du chlorure de magnésium à en fait aider le système immunitaire à gober les bactéries. Et donc il l'a utilisé, il était médecin de guerre pendant la Première Guerre mondiale pour soigner les plaies parce que ça diminuait le risque de surinfection de manière assez drastique sans avoir d'effet indésirables, ce qui était le cas des autres antiseptiques utilisés à l'époque. Et puis, il a commencé en fait aussi à injecter du chlorure de magnésium. Ça a aussi commencé comme la vitamine C par des injections et à voir que ces patients, quels qu'ils soient, se portaient beaucoup mieux. Et puis un jour, il a un patient qui refuse les injections. Et puis il se dit, bon, bah écoutez, je vais le donner par voie orale, hein, du chlorure de magnésium dissous dans de l'eau. Et là, les infirmières autour de lui commencent à sourire. Il se dit, mais pourquoi est-ce que vous souriez? Les infirmières disent, bah écoutez, en fait, nous, ça fait longtemps qu'on en prend par voie orale. On a observé que vos blessés, vos patients se sentaient tellement mieux après les injections qu'on s'est dit que ça pouvait peut-être nous faire du bien nous aussi. Et effectivement, ça nous donne du cœur à l'ouvrage et ça nous fait du bien. Donc ça a commencé comme ça par quand même quelqu'un qui était très reconnu et qui l'utilisait pour à la fois en injection et par voie orale pour soigner, aider à guérir quelle que soit la maladie, notamment les blessés. Et puis, il a eu un disciple qui s'appelait le docteur Neveu. Là aussi, c'était pas un hurluberlu, hein, chevalier de la Légion d'honneur, qui lui, en fait, l'a utilisé s'est rendu compte, là aussi un peu par hasard, je raconte l'histoire, qui s'est rendu compte que contre la diphtérie, contre la polio, contre les grippes, contre les pneumonies, c'était extrêmement efficace. Il a du coup contacté le professeur Delbet, qui a voulu faire une communication à l'Académie de médecine en 1944 sur le chlorure de magnésium contre la diphtérie. Et savez-vous ce qui s'est passé? Eh bien, cette communication, il a eu le droit de la faire par oral, mais il n'y a jamais eu de communiqué écrit. Pourquoi? Parce que les académiciens ont dit, il existe un vaccin français. Pourquoi aurions-nous besoin d'un traitement contre la diphtérie? Il ne voulait pas, il ne voulait pas mettre en avant un traitement qui était pourtant efficace et sans risque, au prétexte qu'il y avait un vaccin en plus franco-français sur le marché. Donc là, on a l'incarnation de ce qu'on vit depuis
maintenant un siècle, hein, sur la prédominance pharmaceutique et médicale. On l'a vécu pendant le Covid, hein. Il ne fallait pas parler d'hydroxychloroquine, il ne fallait pas parler de vitamine D, il ne fallait pas parler de zinc. Pourquoi? Parce qu'il y avait des vaccins C'est ça. à diffuser et à vendre. Et donc, il s'est passé la même chose il y a 3/4 de siècle. Il faut bien se rendre compte, et je pense que c'est ce qu'on voit un peu dans le livre, parce que je fais beaucoup d'histoire de la médecine, que tout ça n'est pas né d'hier, malheureusement. Et qu'en fait, les mêmes phénomènes sont à l'œuvre depuis beaucoup de temps. Et c'est pour ça que ça peut paraître étonnant que des remèdes fonctionnent, naturels, qui ont été oubliés. Mais il y a vraiment une entreprise de longue date de dissimuler des remèdes naturels qui fonctionnent, mais qui n'entrent pas dans voilà, dans ce qui plaît à l'industrie pharmaceutique et au prestige du corps médical. Donc, ce chlorure de magnésium, et vraiment a une efficacité, si on en croit les témoignages, vraiment étonnante. Et je mets comme joker, on peut l'utiliser dès qu'on a des symptômes, bien évidemment, mais on peut se dire aussi que on commence par vitamine C et zinc, qui est le cœur du protocole, hein. Il y a d'autres éléments que je peux recommander, mais on peut commencer par ça. Et si au bout de 24 heures, on a l'impression que l'infection continue, qu'elle est plus importante que prévu, bah là, je recommande d'effectivement d'essayer. C'est très simple, on en trouve partout, c'est pas très cher. Faut diluer 20 grammes en fait dans 1 litre d'eau et boire tout au long de la journée. Le protocole précis traditionnel est décrit, mais c'est aussi simple que ça. Alors ça aussi, ça donne la diarrhée, hein, ça, il faut le savoir. Mais moi, je commence à me demander, en voyant que les deux remèdes aussi efficaces que la vitamine C à haute dose et le chlorure de magnésium à haute dose donnent la diarrhée dans les cas d'infection, je me demande si ça ne fait pas partie de l'efficacité du traitement. Il y a peut-être un effet détoxifiant. Il faut bien se rappeler que les virus aussi se multiplient dans l'intestin. Je rappelle ce titre, hein, qu'il y a les Chinois ont à un moment donné envisagé et même détecté le coronavirus par des PCR anales. Je précise ça juste pour qu'on comprenne bien que le virus, il descend dans l'appareil digestif, et donc le fait d'avoir une détoxification, et ce n'est sans doute intestinale aussi, n'est sans doute pas étrangère à l'efficacité de la vitamine C et du chlorure de magnésium. Mmh. On ne peut pas parler de protocole naturel sans parler de la propolis, hein, quand même. Oui, alors, bien sûr, la propolis, c'est un magnifique remède, des abeilles. Là aussi, on pourrait Mmh. croire que c'est, si on connaît pas un peu l'état de la science, que c'est bon, quelque chose d'un peu voilà, c'est sympathique, mais c'est pour ceux qui aiment les remèdes des abeilles, quoi, qui sont. Mais en réalité, c'est une forme d'antibiotique naturel. C'était utilisé par l'armée russe pendant la Deuxième Guerre mondiale, et ça a été nommé la pénicilline russe parce qu'ils n'avaient pas de pénicilline, les Russes, les Soviétiques, mais ils avaient la propolis, et ils soignaient leurs blessés avec de la baume, des baumes de propolis. Ils soignaient les plaies comme cela parce qu'il y a un effet antimicrobien extrêmement intéressant. Et depuis, c'est d'ailleurs pour cela que les abeilles l'utilisent, hein. Ils l'utilisent pour colmater en fait la ruche, pour éviter que les virus et bactéries entrent dans la ruche. Parce que quand on est confiné à plusieurs milliers dans un espace aussi restreint, il vaut mieux éviter évidemment d'avoir trop de microbes à l'intérieur de la ruche. Donc, c'est pas du tout quelque chose de farfelu, de sympathique. Ça a été montré aussi et sous plusieurs formes, hein, en gélule, en spray nasal, en spray oral, dans des études validées contre placebo, randomisées contre placebo, que ça diminuait la gravité de la maladie. Ça a été montré sur le Covid avec des gélules de propolis, hein. Les gens qui avaient ça, qui étaient entrés à l'hôpital, on leur donnait des gélules de propolis, ils sont sortis plus tôt, ils sont allés moins en réanimation. Et ça a été montré avec des sprays oraux sur la capacité à réduire la durée des rhumes, à réduire les infections. Donc, c'est à la fois un magnifique remède traditionnel, hein, fabriqué par les abeilles, et en même temps quelque chose sur lequel il y a un intérêt de plus en plus important. Il faut savoir qu'en Chine, il y a plus de 1000 brevets qui sont déposés sur la propolis. Il y en a plusieurs centaines en Corée, au Japon, et notamment sur le cancer, parce que ça a des vertus en fait qui vont bien au-delà. Et d'ailleurs, ça me permet de préciser une chose, c'est que le protocole que je préconise, notamment en Oui. prévention, il a des effets secondaires qui sont positifs. C'est-à-dire que il ne va pas seulement vous diminuer votre risque d'être malade, mais la vitamine C, la vitamine D et le zinc, ils ont des effets positifs sur d'autres éléments. Là, je parlais du Alors, cancer. lesquels?
Bah, typiquement, la vitamine D, donc on a vu que ça a un effet, sur les os, Ouais. ça a un effet, et aussi pour éviter les problèmes métaboliques, pour prévenir le diabète. Ça a un effet antidépresseur. Il est prouvé qu'on a plus de risques de tomber en dépression si on est en carence de vitamine D. Donc en fait, ce qui est formidable avec, le protocole préventif que je propose, c'est que ça a pas d'effet indésirable, ou très rare, et je précise, lesquels ou dans quel cas il faut avoir, une précaution. Mais ça a beaucoup d'effets positifs sur d'autres éléments. Et en fait, c'est tout à fait normal. C'est que notre corps, il demande ces micronutriments pour fonctionner de manière optimale, pas seulement le système immunitaire. Tout notre corps demande ces micronutriments. Malheureusement, la plupart des Français sont carencés. Et donc, s'ils ne se supplémentent pas ou s'ils ne vont pas chercher dans l'alimentation, pour certains micronutriments, tout ce dont ils ont besoin, eh bien, ce n'est pas seulement leur système immunitaire qui sera diminué, mais ce sera la capacité de l'ensemble de leur organisme à lutter contre les cancers, contre les déclins cognitifs, contre les risques de maladies métaboliques comme diabète, etc. Et donc voilà, ça c'est important parce que souvent chez le médecin, on a des molécules très ciblées, mais qui ont souvent des effets qui vont disrupter ou enfin déstabiliser d'autres organes. Là, c'est l'inverse. C'est des choses dont l'ensemble de notre corps a besoin. Donc, quand même si on le fait dans un but d'éviter les infections l'hiver, on va avoir des effets bénéfiques par ailleurs. Par exemple, la vitamine C, aux doses que je recommande, diminue la tension artérielle. Voilà, c'est un autre exemple. Ah oui, ouais. Intéressant en effet. Très bien, bah écoutez, peut-être conclure sur ce qui est votre conclusion et dont vous avez parlé là en introduction, c'est-à-dire l'urgence de reprendre sa santé en main, ne plus se laisser aujourd'hui, au vu de tout ce qui vient d'être dit, avec énormément de remerciements dans le chat pour le partage de toutes ces interventions et de toutes ces connaissances, Xavier Bazin. Donc le fait de reprendre sa santé en main aujourd'hui. Et oui, je pense que tout le monde maintenant, enfin tous vos éditeurs, depuis le Covid au moins, ont compris qu'ils ne pouvaient pas tout attendre du système médical. Et la médecine moderne est formidable sur un certain nombre de points, hein, en cas d'urgence en particulier. Elle sauve des vies, hein, tous les jours. Le système médical a des aspects évidemment excellents. Mais pour tout ce qui est infection, maladie infectieuse, on vient d'en parler, mais de manière générale, maladie chronique, et c'est ça, en fait, le fléau de notre temps, c'est toutes les maladies chroniques, diabète, arthrose, hypertension, maladies cardiovasculaires, cancer, Alzheimer, déclin cognitif. Là, il n'y a aucun doute sur le fait que c'est le mode de vie et un certain nombre de micronutriments, de remèdes naturels qui sont les plus efficaces parce qu'ils agissent sur la durée et sur les causes, vraiment. Ils essayent de se concentrent pas sur les symptômes, ils effacent pas les symptômes, mais ils se concentrent sur les causes. C'est pour ça qu'il faut reprendre sa santé en main. Le système médical est tourné autour du médicament, de la molécule chimique brevetée, et elle passe à côté en fait de tout un tas de molécules qui ne sont pas rentables, mais qui sont extrêmement intéressantes et sur lesquelles, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas juste une tradition, et la tradition est très intéressante, c'est pas juste des médecines traditionnelles, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes de recherche dans le monde qui, depuis 20, 30, 40 ans, ont fait des études, ont fait des essais cliniques. Il y a une validation scientifique. Donc, on a le meilleur des deux mondes. On a des choses qui ont une utilisation traditionnelle, donc ce qui nous prouve que ça fait des siècles, des millénaires parfois que c'est utilisé. Donc, c'est déjà un signal très intéressant quand même d'innocuité et d'efficacité. Et en plus, on a les études scientifiques qui sont souvent cachées, masquées, qu'on ne met pas en avant, mais qui existent et qui nous permettent d'utiliser ces remèdes avec vraiment un niveau de confiance sur l'efficacité qui est important. Donc, il faut reprendre sa santé en main. Et donc, il faut aussi s'informer aux bonnes sources. Et il me semble que mon livre en est une d'entre elles. Le docteur Eric Ménard, qui est quand même, c'est le président du Conseil scientifique indépendant, quand même, qui a joué un rôle très important pendant le Covid. Il m'a fait l'honneur de faire la préface de mon livre. Lui, ça fait 30 ans qu'il fait de la prévention hivernale avec ses patients, mais c'est très rare parce que il y a aussi, et il faut aussi pas dédouaner totalement les patients, ils ont été habitués à vouloir chez le médecin pour avoir la pilule magique, hein, et s'ils repartent pas avec la pilule magique et avec une ordonnance, des médicaments, parfois ils changent de médecin ou ils sont pas contents. Donc il y a toute une éducation, je pense, à refaire pour être autonome et pour se soigner de manière la plus efficace possible, avec le moindre risque possible. Et souvent, c'est naturel. Moi, j'ai fait ce protocole 100% naturel, pas parce que je cherchais uniquement le naturel. Il se trouve que c'est les remèdes naturels qui sont les plus efficaces et avec le moindre risque sur les infections hivernales. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis ça en avant. Mais je n'ai rien contre l'allopathie.
quand elle fonctionne à moindre risque. Sur d'autres, d'ailleurs, problématiques de santé, il m'arrive évidemment de recommander. Je n'avais rien contre le protocole Raoult, contre le Covid, même si je pense qu'il y avait des solutions naturelles qui marchaient, tout aussi bien. Mais c'est pas par principe, c'est pas par, biais favorable au naturel, c'est que c'est montré que toutes ces solutions sont plus efficaces et avec moins de risques que, les protocoles médicaux. Ben, c'est l'intérêt, en tout cas, de ce livre sur un protocole 100% naturel, c'est que vous avez l'annexe avec les adresses de confiance. Et ça aussi, on demande, on peut pas vous les donner telles quelles maintenant, mais il y a des adresses de confiance. Et puis, il y a des éléments très concrets dans ce livre que je ne saurais trop conseiller justement à l'ensemble des internautes, validés par la science, mais oubliés par la médecine. Eh ben, encore énormément de remerciements, de félicitations pour ce que vous faites. Je rappelle que Xavier Bazin est un journaliste scientifique. Voilà. Eh bien, merci à vous Un grand pour merci, la merci de m'avoir participation. invité. Merci beaucoup et passez une excellente journée. N'hésitez pas, en tout cas, dans ce type d'émission, chers internautes, à repartager ces vidéos, à faire connaître le livre de Xavier Bazin sur ce protocole 100% naturel. On rappelle ses autres ouvrages aussi, Antivax toi-même ou encore Big Pharma démasqué. C'est le meilleur de l'information alternative.